Bonjour Stéphane. Bonjour Amélie. Pendant la dernière session hypnose, tu nous as parlé en fait des phénomènes de faux souvenirs. Est-ce que tu pourrais nous en parler par rapport aux études en psychologie qui existent à ce sujet? Alors, ouais, il y a beaucoup d'études en fait depuis pas mal de temps en psychologie qui s'intéressent à des biais de mémoire, à des dysfonctionnements à l'intérieur de la mémoire. Et c'est vrai que les faux souvenirs ont été beaucoup étudiés, alors surtout aux États-Unis, mais ils ont été beaucoup étudiés en relation aussi avec des histoires de procès, etc. Et on peut rendre hommage à Elizabeth Loftus, qui est une chercheuse américaine très connue aux États-Unis et qui a beaucoup travaillé justement sur la faiblesse des témoignages pendant les procès et la création de faux souvenirs. Et en fait, dès 1974, déjà avait fait une étude qui a fait beaucoup parler d'elle. Elle l'a faite avec Palmer, une étude en fait où elle montrait des images de voitures qui avaient un accident. Et elle montrait que dans une première partie de l'étude, euh, en fonction des mots utilisés pour estimer la vitesse que les voitures avaient lors de l'accident, en disant par exemple à quelle vitesse roulaient les voitures au moment de l'accrochage, ou à quelle vitesse roulaient les voitures au moment du carambolage. Alors je ne me souviens pas exactement des mots, mais vous comprenez le principe. Eh bien en fait l'estimation de la vitesse n'était pas du tout donnée de la même façon. Et même quand on faisait cette estimation un peu plus tard. Donc l'estimation de la vitesse n'est pas donnée de la même façon par les sujets, qui donc réinterprètent en fait l'événement, mais on peut dire qu'ils réinterprètent complètement en fonction des mots qu'on va utiliser, en fonction d'une suggestion qu'on va leur faire. Parce qu'on leur fait une suggestion quand on dit d'un côté que c'était juste un accrochage entre deux voitures, et que de l'autre côté c'était un accident, ou l'accident violent, ou le carambolage, ou le smash, c'est dans l'article, c'est plus smash, qui est utilisé, et qui va faire qu'ils vont estimer la vitesse bien supérieure, alors qu'ils ont vu exactement la même chose. Et d'ailleurs, ils refont après une expérience avec, si je me souviens bien, il y avait 150 sujets, 50 dans chaque groupe, des sujets à qui ils montrent plusieurs vidéos comme ça, et puis bon, il y a un accident, et certains, donc à 50 des sujets, ils vont leur demander à quelle vitesse allait la voiture quand il y a eu, alors ça devait être l'accrochage. À 50 des autres sujets, ils demandent à quelle vitesse allait la voiture quand il y a eu le carambolage ou le smash, etc. Et à d'autres, ils ne posent pas cette question. Et ils les revoient, ça doit être 1 ou 2 semaines après, et ils leur demandent s'ils se souviennent qu'il y avait des vitres qui ont éclaté. Et en fait, on se rend compte que quand on a parlé d'un carambolage, il y a beaucoup plus de sujets qui se souviennent de vitres éclatées que quand on a parlé juste d'accrochage et quand on n'a même pas posé la question. Et en fait, il n'y avait aucune vitre éclatée quand les voitures se sont percutées. Mais les gens rajoutent ce détail, en fait. Ils arrivent à rajouter le détail et ils se souviennent que les vitres ont éclaté. Et il y a plein d'autres études comme ça qui ont été faites. Alors on peut rendre aussi hommage là à Iman et Pentland. Dans les années 90, ça devait faire les années 95, ils ont sorti pas mal de papiers là-dessus qui sont intéressés aussi aux faux souvenirs et qui ont fait des expériences pour montrer que chez des adultes, on pouvait créer des faux souvenirs d'enfance. Alors, je dirais assez facilement. Bon, maintenant, c'est à chacun d'estimer si c'est facile ou pas facile. Mais en gros, pour raconter un petit peu les expériences qu'ils pouvaient faire, c'est on isole des étudiants qui n'ont pas de contact avec leur famille pendant plusieurs semaines. On interviewe les familles d'un côté pour qu'est-ce qu'ont vécu les étudiants. Et puis on fait revenir les étudiants et on leur dit voilà, votre famille nous a parlé de certains souvenirs, enfin certains événements de votre enfance. Et est-ce que vous avez des souvenirs de ces événements? Et donc ils peuvent donner des vrais événements et à l'intérieur ils mettent un événement faux. Alors si je me souviens bien, il faudrait vérifier, mais dans l'étude de 95, l'événement faux, c'est une intervention chirurgicale où ils ont été hospitalisés pendant une journée et ça ne leur est jamais arrivé. Et ils refont des interviews quelques semaines après, et ils demandent juste entre deux aux étudiants de travailler un petit peu les événements dont ils ont parlé. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive à 20% des gens qui ont intégré dans leurs souvenirs cet événement qu'on leur a suggéré. Alors,
bien entendu, il y a la source de crédibilité, c'est-à-dire si les parents en parlent, ça doit être vrai, etc. Mais il y a plein de choses comme ça qui peuvent apparaître. Et des variables qui peuvent. Il y a plein de variables comme ça qui peuvent avoir leur importance pour créer des faux souvenirs, bien entendu. Mais on se rend compte que c'est assez simple et on peut même leur dire que c'était quand ils étaient tout petits, mais même quand ils étaient un peu plus vieux, quand ils avaient 8 ans, quand ils avaient 10 ans, eh bien les personnes vont quand même se créer des faux souvenirs par rapport à des événements comme ça. Et c'est juste des suggestions qu'on leur fait. Et avec de la suggestion, on arrive à créer des faux souvenirs. Par la suite, les équipes de Iman et puis les équipes de Loftus aussi, ceux qui ont travaillé à la suite de Loftus et Loftus elle-même ont pu montrer des choses qui sont quand même très étonnantes dans la création de faux souvenirs. C'est-à-dire qu'on arrive à, avec un petit montage vidéo ou juste des fois des photos, on arrive à faire croire à quelqu'un qu'il a déjà pris, qui s'est déjà envolé dans une montgolfière. Parce qu'on le prend en photo dans une montgolfière, on glisse ses photos dans plein d'autres photos de sa vie, et à un moment, il parle d'une montgolfière. Et il dit qu'il a pu le faire. On arrive à montrer, en montrant des photos montages, où on met Bugs Bunny dans des publicités de Disney World, et qu'on demande aux gens, vous avez été à Disney World, oui, et à qui vous avez serré la main, et bien il y en a qui vont intégrer Bugs Bunny. Alors qu'évidemment, Bugs Bunny dans Disney World, vous le trouverez jamais, quoi. C'est pas possible. C'est Warner et Disney, c'est pas du tout la même chose. Donc on arrive à créer comme ça par de la suggestion, en fait, des petites manipulations, on arrive à le faire. Alors à chaque fois, là, bien sûr, c'est volontaire. Parfois, ça peut être involontaire, mais on peut croire à cause de ça que notre mémoire est quand même composée de pas mal de faux souvenirs et des faux souvenirs de notre enfance aussi. Parce que c'est très simple en fait d'interpréter à un moment ce que les gens racontent autour de nous et puis tout compte fait de le graver comme un souvenir. Il y a les expériences qu'on a pu faire sur des phénomènes, genre les flashbulb memories par exemple, montrent que quand on interrogeait les Américains, alors c'était il y a quelques années, mais quand on interrogeait les Américains sur ce qu'ils faisaient, s'ils se souvenaient de ce qu'ils faisaient exactement au moment où ils ont appris la mort de JFK, eh ben, beaucoup d'Américains, on se doute bien, hein, la grande majorité des Américains, savaient exactement, enfin dire exactement ce qu'ils étaient en train de faire au moment où ils ont appris la mort de JFK. J'étais devant ma télé ou j'étais dans ma voiture, je l'ai entendu à la radio, ils avaient des détails, j'étais en train de fumer une cigarette, j'étais en train de manger des lasagnes, j'en sais rien, enfin des trucs comme ça. Et on a pu s'apercevoir que certains Américains avaient un souvenir très très net alors qu'ils avaient 3 4 ans quand ils ont appris. Et en fait, ça voulait rien dire pour eux, il n'y avait même aucune signification. Et ils se souvenaient de rien d'autre de leurs 3 4 ans, sauf ça. Il y a de fortes chances pour qu'en fait ce soit euh, beaucoup les parents qui ont mis ça en tête en racontant, le petit il était là, il était en train de faire ça, et puis tout compte fait, les enfants ont créé le faux souvenir. À partir du moment où on a des représentations de quelque chose, eh bien, on arrive à se créer comme ça assez facilement des faux souvenirs. D'accord. Et du coup, sur le plan, enfin, finalement, là, on voit que c'est très important la sémantique utilisée, en fait, dans les suggestions qui sont faites. Comment, en tant que psychologue, limiter les suggestions pour justement prévenir de l'apparition de faux souvenirs Alors, là, en fait, ça va être une grosse question de merde parce que je ne sais pas y répondre. Donc, cette question, on va la virer complètement parce que je sais pas vraiment comment on peut limiter. En tout cas, il faut faire attention. Ok, merci beaucoup de nous avoir parlé enfin, en tout cas de l'impact des suggestions, qu'elles soient sémantiques, photographiques, sur la création de faux souvenirs. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les faux souvenirs et l'utilisation de l'hypnose? Alors, ça, c'est en, en partie une question pour laquelle cette vidéo, j'ai voulu la faire. C'est que quand on se retrouve en hypnose, évidemment, le principe de l'hypnose, c'est de faire des suggestions. Et on peut faire facilement des suggestions à des gens sur le fait que ils ont vécu des événements ou ils ont vécu quelque chose. Je le montre souvent, en fait, j'aime bien quand on fait les formations hypnose pour montrer un petit peu le problème, parce que c'est un problème éthique. Vraiment, à la base, ça va être un problème éthique. Eh bien, quand on met les gens en transe, je leur fais imaginer, par exemple, qu'ils ont été à Disney World alors qu'ils n'ont jamais été à Disney World, ou qu'ils ont été à Jurassic Park. Très impressionnant, alors que Jurassic Park n'existe pas. Et je leur fais imaginer qu'ils ont été dans l'espace ou des choses comme ça. Ils le racontent.
et bah, ils peuvent avoir plus ou moins, en fait, en fonction des représentations, puis en fonction aussi sans doute de leur personnalité, puis d'autres choses, ils peuvent avoir plus ou moins le sentiment d'avoir vécu réellement cet événement et de commencer à se forger des images. Merci beaucoup. Maintenant, on va regarder la vidéo de Justine qui, pendant la formation, a vécu une transe hypnotique avec des suggestions. Elle va nous raconter son expérience. Bonjour Justine. Bonjour. Voilà, je me demandais si tu étais OK pour nous raconter un peu ce que tu avais vécu en transe hypnotique hier, et puis ensuite de nous parler de ce dont tu te souviens aujourd'hui de ton voyage là-bas. Oui, alors hier, on a commencé à me mettre un petit peu dans mon lieu safe. Donc moi, c'était à Wimereux, sur mon brise-lames, avec effectivement, je regardais un paysage que je connais bien, parce que j'habitais là-bas, donc la mer. Et ensuite, on a changé un peu de pièce. Donc je revisualise une porte que Lolita m'avait mis voilà, un petit peu sous hypnose. Donc une porte, le fait de passer cette porte, un peu en lévitation, et d'arriver dans la pièce avec un repas de famille. Et visualiser une conversation avec quelqu'un et en fait des poils qui lui poussaient sur le visage, des poils bleus, un peu façon Monstres et compagnie. D'accord. Et voilà, je crois que c'est tout ce dont je me souviens. Ouais. Et du coup, ça, c'était hier. Aujourd'hui, quand tu y penses et quand tu t'en souviens, est-ce que tu as est-ce que tu as l'impression de l'avoir réellement vécu, cette scène? J'ai l'impression de revoir ça un peu comme si je voyais un film. Ouais. Pas d'être dans la situation, mais un petit peu de me revoir dans cette sensation, assise, regarder, observer, arriver, traverser la porte. Ouais. Je revisualise comme ça un peu des sensations et un peu, moi, comme dans un film, comme dans un rêve, quoi. Ouais, c'est ça. Comme si tu étais dedans C'est et ça. tu te revois en C'est fait ça, exactement. Moi, je observer me et vois voir ce qui se passe. Ouais, exactement. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Donc, ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir avec Justine, c'est que on a réussi à lui faire avoir des images mentales déjà. Et elle peut avoir des images mentales où bah, elle peut imaginer des choses qui sont juste extraordinaires. Alors c'est sûr que quand les choses sont juste extraordinaires, on a la représentation, on les comprend, donc on arrive à se les créer, mais pour en faire obligatoirement quelque chose comme un faux souvenir, ça va être un petit peu difficile parce que, bien entendu, on n'a pas des poils bleus qui poussent un peu partout et des choses comme ça. Mais bah, parfois, on peut aller un petit peu plus loin et donner des choses un petit peu plus réelles qui peuvent se passer. On peut suggérer que des choses réelles se sont passées. Pour illustrer ces propos, regardons maintenant ce qu'en dit Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Voilà, je voulais vous demander de nous raconter un peu ce qui s'est passé pour vous hier déjà en termes d'expérience et ce que vous en gardez en souvenir aujourd'hui. D'accord, donc on m'a mis en transe et donc on m'a fait un peu voyager dans des endroits refuges et on m'a fait visiter plusieurs pays de façon à me mettre dans un état de relaxation intense. Et donc ce qui est incroyable, c'est que je vivais vraiment les sensations et je voyais vraiment les paysages et je passais de l'un à l'autre sans problème. Et ça m'a donné une impression de bien-être qui était très importante. Une impression de bien-être très agréable. Ouais. C'est ça? Ouais. Ok, ça marche. Vous êtes allé où en transe hypnotique? Alors, j'ai fait plusieurs pays. Donc, ça a commencé sur mon lieu sûr chez moi, où j'étais face aux Pyrénées, puisque j'habite les Pyrénées. Et puis ensuite, on m'a emmené en Islande, dans des bains chauds en Islande, avec vue sur des volcans et de la glace. Et puis ensuite, on a été voyager à La Réunion, à l'île de La Réunion, sur les chemins, avec vue sur la mer. Donc, c'était plutôt très agréable. Ça donne envie en tout cas. Ouais. Et donc ça, c'est ce que vous avez vécu sur le moment. Ouais. Et aujourd'hui, quel souvenir avez-vous de ces visites-là? Et ben, j'ai toujours, quand j'y pense, et ben, j'ai tendance à y retourner assez facilement. C'est comme Ok. si c'était imprimé
dans mon cerveau. Donc, il suffit que j'y pense. Et donc, je voyage. Ouais, en fait, c'est comme si vous aviez un souvenir Un d'un souvenir de voyage en voyage, ouais. Islande ou à Ouais. La Réunion. Voilà. Mm. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Dominique. Il n'y a pas de quoi. À Au bientôt. revoir. Quelle différence finalement vous voyez entre l'expérience de Justine, où vous nous avez expliqué que c'était très onirique, très imaginaire, et celle de Dominique? Bah, avec Dominique, en fait, on se rapproche d'une certaine réalité. On peut avoir encore plus des représentations. En fait, on ne demande pas d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Alors, on peut imaginer quelque chose qui n'existe pas, mais on va peut-être pas l'intégrer réellement comme un souvenir, même si on a des images mentales qui peuvent revenir de ce qu'on a imaginé. Mais on sait que c'est plus un rêve. Là, avec Dominique, on voit que ça devient de plus en plus concret. En fait, ça peut être quasiment des souvenirs. Alors, il sait qu'il n'a pas obligatoirement été ce jour-là dans les pays qu'il doit visiter, enfin qu'on lui a fait visiter. Mais en gros, Dominique est déjà un petit peu plus loin, parce que comme il n'y a rien d'onirique à l'intérieur, tout est réellement concret, comme on a parlé de quelque chose qui pourrait réellement se passer et qu'il a toutes les représentations, bah, en fait, il crée des images pour lui-même, qui n'ont rien d'extraordinaire. Et il va pouvoir se les approprier encore plus. Ça, c'est un phénomène qu'on voit assez souvent. Et on peut même aller encore plus loin, enfin, pour certaines personnes, ça peut même aller encore plus loin dans le fait de se créer des images, même si c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu, mais ils ont les bonnes représentations, et ils savent exactement ce que c'est. On peut aller encore plus loin et vraiment avoir la sensation, même si on sait qu'on n'a pas vécu les choses, qu'on aurait pu les vivre. Pour voir ça en détail, on vous invite maintenant à écouter Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Écoute, ce que je voulais te demander, c'était de nous raconter un peu ce que tu avais vécu hier pendant une transe hypnotique, et puis de nous dire ce dont tu te souvenais en fait aujourd'hui de cette expérience-là. Ouais, alors moi j'ai eu la chance de vivre un concert en fait, où c'était moi la star. J'étais sur scène en fait, et les images étaient assez nettes en fait. J'ai ressenti des émotions de dingue en fait. Il y avait la foule qui était là. J'étais vraiment en raccord avec mes musiciens. C'était mes musiciens. D'accord. Et émotionnellement, c'était vraiment très puissant en fait. Hein. Et si je repense aujourd'hui, en fait, les images sont très nettes. Enfin, c'est vraiment comme si je l'avais vécu en fait. Hein. Ouais. C'est assez exceptionnel. Comme si c'était réellement arrivé en fait. Comme si c'était réellement arrivé. Ouais. Ouais. Et puis pendant la transe, du coup, la personne qui m'a guidée me dictait des ressentis, et c'était vraiment des vagues de chaleur émotionnelle. Enfin, vraiment comme si j'y étais en fait. Hein. Il n'y avait pas de différence. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est un souvenir que tu peux mobiliser même encore aujourd'hui. Enfin voilà. Ouais, alors je l'ai fait tout à l'heure justement quand j'y repensais, et j'ai eu ces mêmes sensations de waouh, c'était quelque chose de fou. Ouais. Ouais. Ouais, ça a généré en tout cas un retour des sensations, des images. Complètement. Ouais. Ça marche. Est-ce que tu auras envie d'ajouter quelque chose? Je suis assez étonnée en fait du pouvoir justement de l'imagination dans ce contexte-là en fait. Et puis effectivement les souvenirs qui restent très présents, hein, même si ça n'a pas été vécu, j'ai vraiment l'impression de l'avoir réellement vécu. Ouais, comme si c'était vrai en fait. Comme si c'était vrai, tout à fait. Ouais. Et c'était pas quelque chose auquel tu t'attendais en fait? Alors j'aurais pu l'imaginer en fait, mais c'était vraiment très sensoriel. J'étais dedans en fait. C'était pas juste quelque chose d'imaginé. Il y avait les sens en fait. Il y avait la sensation. Enfin, j'avais même des odeurs. Il y avait c'était très très immersif. Ouais. C'était étonnant. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, avec le témoignage de Marie, on voit exactement ce qui peut se passer, même si pour Marie, ça ne va pas être réellement un faux souvenir. Mais on voit exactement ce qui peut se passer dans le sens où elle a toutes les représentations. Elle a en plus une certaine volonté, un certain plaisir au fait que ce qu'elle ait vécu, là, le concert, etc., puisse être vrai. Et elle a des images très très nettes. Elle a des images très très nettes. Là, elle sait que c'est pas arrivé.
mais ça pourrait être un de ses souvenirs. Hmm. Ouais, c'est un niveau au-dessus en fait. C'est tout à fait un niveau au-dessus. Là, les témoins de ces trans hypnotiques, ils ont l'air assez contents de leur expérience. Du coup, quel est le problème éthique en fait? Alors, le problème éthique, c'est que, bien entendu, là, c'est dans la formation, avec des gens qui venaient pour se former. On a fait en sorte que tout soit positif tout le temps. On a parlé de manière positive. C'est des événements positifs qu'on fait vivre, etc. Donc, pas trop de problème éthique, c'est tout. Et en plus, il y a une conscience au retour de la transe. Il y a une conscience pour chacun que ce ne sont pas des vrais souvenirs. Mais le problème éthique est toujours le même, hein. Nos patients viennent nous voir. Déjà, nos patients sont en souffrance. Et eux aussi ont parfois le désir de comprendre quelque chose. Et donc, en fait, quand on est avec nos patients et que on va leur faire des suggestions, parfois des suggestions juste orales, hein, voilà, en leur disant, mais est-ce que vous n'avez pas vécu un trauma pendant votre enfance? Ben, peut-être que le désir chez eux d'avoir une réponse et la souffrance qu'ils ont, le désir de trouver une solution, hein, enfin une réponse à leur souffrance, va peut-être déjà les influencer, va peut-être déjà faire que tout doucement, ils peuvent se créer quelque chose dans la tête, une histoire, ils peuvent se créer quelque chose dans leur mémoire, dans leur imagination, qui fait qu'ils vont aller chercher le, le trauma quelque part, enfin l'expérience. Ils vont commencer à se poser des questions. Et alors après, quand on utilise des techniques qui permettent de faire des dissociations, qui permettent de faire des suggestions encore plus profondes chez le patient, ou des suggestions où il va aller plus loin, il va y croire un petit peu plus, quand on utilise, alors c'est l'hypnose bien entendu, là dont je parle, mais il y a aussi le MDR, ça peut être aussi dans certains exercices de pleine conscience où on peut retrouver ça, où les patients sont quasiment en transe, hein, on est vraiment dans un état de conscience modifié. Et puis, on va suggérer aux patients, mais essayez de vous souvenir de ce qui a pu vous arriver quand vous étiez enfant, etc. Ils vont peut-être se créer quelque chose. Et ils vont peut-être se créer quelque chose et ils vont peut-être imaginer que tonton Jean-Pierre, par exemple, les a touchés quand ils étaient petits. Le gros problème, c'est que c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux aussi. Et c'est ça, en fait, le questionnement, le vrai questionnement éthique qu'on doit avoir. C'est qu'est-ce qu'on a déclenché? Est-ce que quand on fait ça et que le patient revient et il nous parle de ça, alors bien sûr, c'est sa souffrance, il a mis dessus des mots, etc. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et ça, ça peut être vraiment problématique et il faut faire attention quand même. Ce qui me choque des fois, et c'est quand je regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn, Facebook, etc., c'est des patients qui rapportent en fait avoir enfin trouvé la solution à tous leurs problèmes parce qu'ils ont été voir un thérapeute et que le thérapeute l'a fait ressurgir un trauma qu'ils avaient durant leur enfance et auquel ils n'avaient jamais pensé. Et ils disent, grâce à ce thérapeute, j'ai réussi à retrouver mon trauma, et en travaillant sur le trauma, je vais aller mieux. Tout ce qu'il y a, c'est qu'en plus, il y a le je vais aller mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mieux obligatoirement parce qu'on leur a trouvé quelque chose, mais c'est je vais aller mieux. Et puis en fait, ils se sont peut-être créés des faux souvenirs en, avec les représentations qu'ils ont, hein, voilà, en créant un peut-être à partir d'un souvenir qu'ils avaient, qui était peut-être flou dans leur mémoire, et ben ils ont commencé à construire quelque chose. Ça, c'est embêtant. Et ce qui me choque encore plus, c'est quand je peux lire de temps en temps certains thérapeutes qui le mettent directement et qui expliquent des histoires où voilà, le patient est venu parce qu'il avait une phobie de je sais pas quoi, une phobie simple, et puis d'entrée, ils se sont dit eux-mêmes, dans leur jugement, mais il doit y avoir un trauma à un moment. Et s'il a peur des chiens, c'est qu'il a dû se faire mordre par un chien. Ça, à la limite, on pourrait peut-être passer, mais c'est sûrement que le seul chien dont il m'a parlé, c'est justement le chien de tonton Jean-Pierre, et dans ces cas-là, c'est qu'il doit y avoir quelque chose avec tonton Jean-Pierre qui n'allait pas, et puis on va demander si tonton Jean-Pierre, tout compte fait, n'a pas eu des attouchements, et à la fin, le thérapeute est très content parce qu'il a trouvé un trauma, et il a fait ressurgir un événement d'enfance chez le patient. Ça peut poser problème un petit peu éthique. Et l'air de rien, depuis quelques années, on, on le voit un petit peu plus. D'ailleurs, si Loftus, en grande partie, avait mené ses travaux, c'était pour deux grandes raisons. C'était d'abord pour, est-ce que dans les témoignages qu'on a dans les procès, quand on parle de souvenirs, est-ce qu'on peut toujours accorder du crédit
aux souvenirs qui sont là. Alors pas du crédit à la personne, parce que la personne y croit, mais vraiment du crédit factuel à ce qui est raconté. Mais dans les procès qu'elle visait aussi, parce qu'il y en avait eu plusieurs à ce moment-là aux États-Unis, les procès qu'elle visait aussi, c'était aussi des procès où il y avait des accusations en fait de pédophilie, voilà, d'attouchement, de choses comme ça qui avaient pu être faites, et où il y avait des personnes qui se défendaient en disant mais non, c'est impossible, enfin je ne l'ai pas fait, etc. Et derrière on avait quelqu'un de bonne foi qui disait j'ai un souvenir, et Loftus c'était, enfin, a beaucoup joué là-dessus et s'y est beaucoup intéressé en disant que bah oui, mais peut-être que c'est les psys qui ont vu les personnes qui parlent de leur trauma qui tout doucement ont construit en fait le souvenir chez la personne. Et que c'est peut-être pas tout à fait vrai parce que il n'y a aucune autre preuve, personne d'autre n'en parle, etc. Et le gros problème, c'est qu'on ne saura pas, et on ne sait pas si le psy a aidé à modeler quelque chose, à créer un souvenir ou pas. Et ça, c'est quand même un problématique. L'enjeu est donc d'apprendre à différencier les amnésies traumatiques des faux souvenirs suggérés. Alors ça pourrait être l'enjeu, et tout à fait ça pourrait être l'enjeu de, de faire la différence entre une réelle amnésie traumatique et un faux souvenir qui aurait pu être généré par la suggestion, même si la suggestion, encore une fois, n'a même pas été faite en état de conscience modifié, mais elle a été faite à une personne qui était en souffrance par une personne qui a une certaine autorité. Comme Iman et Pentland, par exemple, avaient montré que l'autorité était quand même importante dans la création de faux souvenirs. L'enjeu est là, bien sûr, il faudrait faire la différence. À l'heure actuelle, je pense que rien ne nous permet réellement de faire la différence. Et ça, c'est le problème. Il n'y a aucun outil qui nous permet de le faire. Il y a de voir cette différence, d'être sûr de nous, et en fait, on va à chaque fois se rattacher à ce que raconte la personne en souffrance. Et on a raison, il faut de toute façon, si la personne en souffrance est là, et qu'elle raconte quelque chose, on a raison de se rattacher à ça, d'y porter attention. Déjà pour la thérapie, on a plus que raison. Ensuite, pour tout ce qui est judiciaire, par contre, il va falloir peut-être se poser des questions. En tout cas, le problème est de bien prendre conscience que tous les psys ont un pouvoir par rapport à ça. Tous les psys, même si, comme on peut le voir dans les expériences de Loftus, c'est assez simple, par une simple suggestion verbale, par les mots qu'on utilise, c'est assez simple de faire répondre d'une certaine façon à quelqu'un et de créer des représentations, encore plus quand on est dans un état de conscience modifié. Merci beaucoup. Et de rien. À bientôt, monsieur Rizinet. Et à bientôt, Amélie.